Bonjour amis rôlistes. Alors aujourd'hui, pas de nouvelle gamme, pas de nouveaux jeux. On va plonger dans le passé pour vous faire une petite archéo-rolie d'un jeu qui est sorti en janvier 1982. Je veux parler de Daredevil. Daredevil qui nous amène donc dans les années 20-30, hein, dans du pulp, dans de l'action, j'oserais dire, indianesque. En fait, Daredevil est un jeu donc de la société de Fantasy Games Unlimited qui avait déjà sorti auparavant et dont le système est directement issu de Bushido, celui-là que tout le monde doit le connaître, hein, je pense, et le deuxième, Aftermath. Alors, ces deux jeux, en fait, utilisent un système propre à Fantasy Game Unlimited. Daredevil a repris ce système en le simplifiant à un chouïa et en le proposant, effectivement, pour un setting qui se passe dans les années 20, dans les années 30. Alors, voilà un peu pour ma petite intro. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Donc, on va avoir un livre de règles. Alors donc là, on est vraiment à l'époque, hein, le livre de règles, vous le voyez ici. On est dans du noir et blanc, avec deux colonnes, c'est assez dense hein, comme texte, comme vous pouvez le constater. Très peu d'illustrations, hein, à l'époque, c'était un peu la norme, hein, il y avait quand même assez peu d'illustrations sur la plupart des jeux de rôle. Nous avons quand même un deuxième livret avec donc ce deuxième livret, en fait, contient des scénarios. Donc il y en a quatre, je crois qu'il y en a quatre dedans, oui, on verra ça tout à l'heure. Une feuille de personnage à photocopier, donc en fait elle était recto verso. Alors personnellement, votre serviteur s'en était fait une. Voilà, j'en ai fait une à part où j'avais un peu réorganisé tout ça et en mettant toutes les compétences en fait, parce que c'est un jeu à compétences. Ici, mais ça on va en parler plus tard. D'ailleurs, je les avais même toutes traduites. Ouais. J'avais fait du beau boulot. Bon, allez, je me lance un peu des fleurs, hein, personne n'en fait, donc je m'en lance. Et enfin, alors là, pour les plus jeunes, ils vont halluciner, nous avions un écran. Alors, les écrans de l'époque, ce n'est pas les écrans de maintenant, en carton dur, épais, machin, etc., par balle et compagnie. Non. Vous voyez, vous devez entendre même, hein, ça se plie, mais ça faisait son office d'écran avec d'un côté toutes les tables pour le maître de jeu, hein, qu'on voit ici, et de l'autre côté une carte du monde de l'époque avec quelque chose. Du fret, photo par terre. Oh là, quel blaireau. Et donc je disais avec en fait un calendrier des années 30. Et voilà. Et tout le reste, c'est mon bordel à moi, qui n'est pas très digne d'intérêt. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis bon, bah, si ça vous intéresse, hein, petite question en commentaire, tout ça, je serais ravi d'y répondre. Alors, le jeu est décomposé en plusieurs chapitres, dont le premier est consacré aux personnages et à la création des personnages. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un jeu où il y a des classes, hein, c'était déjà un peu évolué. Enfin, bon, vous comprenez. C'était un jeu à talent. En fait, on crée son personnage, il y a assez peu de chance hein, dans la création du personnage, c'est des points à répartir entre un certain nombre de caractéristiques, de talents, de compétences, et tout ça, à la fin, vous avez même en fait des règles optionnelles pour éventuellement embrasser une carrière de l'époque. Alors, je crois qu'est-ce qu'on a ici. Donc, je vais vous montrer après la feuille de personnage, ce sera plus clair. On a effectivement là, donc on a toutes les caractéristiques. Et ici, alors là, on a un tas de tables hein, pour déterminer si le personnage était riche, pauvre ou autre. Et donc en fait, on avait les carrières. Je ne sais pas si vous voyez bien ici là, donc des carrières académiques, des carrières d'athlètes, de sportifs, de chasseurs de grands.
de chasseurs, de dilettantes, de businessmen, dans le crime, d'explorateurs, etc. Donc ça donnait en fait quelques bénéfices matériels, et des talents automatiques, parce qu'effectivement, donc le jeu est basé sur des talents. Alors, il n'y a pas que ça, parce que bon, alors, je vais prendre la feuille de personnage. Si je prends la feuille de personnage, c'est fait un peu à l'arrache, hein, comme vous l'avez dit. J'ai perdu mes notes comme un abruti, donc voilà. Donc les personnages, en fait, étaient définis, donc une feuille de personnage, je vous la remontre bien comme ça, si vous la voyez, était définie en caractéristiques, on va dire. Donc en fait, il y avait l'esprit, la volonté, la force, l'agilité, la rapidité et la santé. Alors ça, on a une échelle de 1 à 40, alors ça va au-delà, mais 1 à 40, c'est pour les personnages humains, hein, donc c'est une échelle pour des personnages humains, parce que vous pouvez rencontrer éventuellement d'autres choses. Et la moyenne se situe entre 10 et 15 pour chaque caractéristique. On a à côté de ça 3, 6, 8 talents. Alors les talents vont plutôt être dans ce qui va définir votre... Alors je vais pas dire, ouais, peut-être un peu la profession, un peu les centres d'intérêt de votre personnage. Et enfin, nous avons les compétences. Alors là, elles ne sont pas écrites sur la feuille de personnage. En fait, elles sont ici. Alors vous voyez, il y en a pas mal. Alors je vais reprendre ma petite feuille que j'avais faite parce que je les avais traduits. Et j'avais tout mis en fait sur deux feuilles, bon, à l'époque avec le matériel du bord. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez les talents, c'est comme ça. Donc alors, on a les talents, ce qu'on appelait talent pratique, talent des connaissances, talent de culture, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur un talent? Alors, par exemple, je prends sauter. Sauter, donc c'est deftness, agilité, plus force, plus NATR. NATR, c'est nature. En nature que vous allez retrouver ici. Vous voyez, c'est un talent. On fait la somme des trois, on divise par 5, et en gros, ça vous donne une valeur. Et le jeu, comment il se comporte? En dessous de cette valeur, vous allez devoir lancer un dé 20 et faire en dessous. Et la différence entre votre dé et la valeur de votre talent, c'est en gros votre niveau de réussite. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Donc, qu'est-ce que j'ai... Alors, les personnages, comme je disais, ils n'ont absolument aucune classe. Enfin, si, ils ont de la classe. Mais ils n'ont pas de classe de personnage. Ça va être... Là, vous avez vraiment toute latitude pour imaginer, pour inventer, pour définir votre personnage tel que vous le sentez, et donc en le construisant avec des points à répartir. Et ça, c'est quand même assez chouette pour avoir le personnage que vous avez vraiment envie à la fin. Ensuite, nous arrivons à tout le chapitre concernant au jeu, donc au système en lui-même. Donc, comme je l'ai déjà dit rapidement, en fait, le système, c'est vous avez un skills, donc une compétence, qui va être un chiffre entre 1 et 20, et vous allez devoir faire en dessous. Alors, à cela vont s'ajouter un tas de modificateurs, car effectivement, vous voyez, par exemple, ici, je pense que vous devez le voir, ici, vous avez, par exemple, donc pour le combat, par exemple, vous avez un tas de modificateurs qui vont s'appliquer à votre talent avant de lancer votre jet de dés. Grosso modo, alors on a tout. Là, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui avait beaucoup, et d'ailleurs en fait qu'on trouve encore de trop, à mon avis, dans les jeux modernes, c'est toutes les règles de déplacement. Moi, personnellement, ça m'emmerde dans tous les jeux, hein, mais vraiment tous. Les règles de déplacement, en général, je ne les applique pas. C'est ce genre de choses qui alourdit à mort un jeu pour en fait pas grand-chose, parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans un wargame. Donc, c'est-à-dire assez peu d'intérêt d'utiliser ça, surtout que la plupart du temps, moi, je ne joue pas avec des battle maps, donc toutes ces règles de déplacement, je les utilise pas. Mais vous aviez donc tout un système assez complexe en fait de déplacement en fonction de la vitesse du groupe, si vous rampez, si vous marchez, si vous esquivez, si vous courez. Ça, c'était un peu le défaut des jeux de l'époque, c'était vraiment trop détaillé, je vous l'accorde. Après, vous avez tout le système de combat. Alors lui, il est très détaillé, ça va... alors il est même un peu chiant, en fait, enfin, quand je dis un peu chiant, oui. Par exemple, sur les combats,
Ce sont les combats à main nue. En fonction de l'arme, vous allez appliquer un modificateur aux dégâts. Ça peut être 1,4, 1,8, ce genre de choses. Donc du coup, très vite, je conseille la calculatrice pour un peu accélérer la chose. Mais mis à part ce multiplicateur qui peut être un peu pénible, une fois que vous avez rempli votre feuille de personnage avec les dégâts des armes, avec les dégâts des armes à feu, ça donne un certain nombre de dés à lancer. Vous allez prendre des dégâts, ils peuvent être subdual, donc non mortels, ils peuvent être mortels. Vous avez ces deux types de dégâts qui vont effectivement se régénérer d'une manière différente en fonction de leur type. Voilà, voilà. Alors, si, alors, nous avons beaucoup d'effets sur on a des effets spéciaux sur les tirs. Hein. Un tir va peut-être projeter en arrière votre adversaire de 10 mètres. On est vraiment dans du pulp. Hein. Mais c'est quand même du pulp, attention, assez mortel. Les combats sont rapides. Pour donner la dimension pulp à votre personnage, Daredevil introduisait quelque chose de tout à fait novateur pour l'époque, et j'insiste bien parce que je pense que c'est le premier jeu à l'avoir fait. Donc ça, c'est dans les règles optionnelles, on en parlera après. Alors, le système, sinon, on va pouvoir aborder tous les sujets d'un système classique. Hein. Vous allez avoir les explosifs, les poisons, les maladies. Vous allez voir tout est à peu près couvert. Vous allez avoir les courses-poursuites en voiture avec les risques d'accident. Vous avez les courses-poursuites aériennes aussi. Hein. Si vous voulez poursuivre un zeppelin avec un petit coucou, vous pouvez le faire. C'est dedans. Vous avez en fait un tas de tableaux, enfin pas un tas de tableaux, des tableaux avec toutes les caractéristiques de ces différents appareils. Hein. Par exemple, vous voyez, quelques véhicules, ils en donnent là. Ici, vous voyez, les tables d'accident, les tables de critique sur des véhicules. Bref, c'est très détaillé, mais pas tant que ça en fait. Hein. Pas un truc ingérable. Pour moi, vous en sortez très bien. Une fois que le système de combat est bien mis en tête, ça roule tout seul. Voilà, déjà la première partie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que dans Daredevil, il y a des règles optionnelles et il y a surtout, enfin, il y a deux types de règles optionnelles. Vous avez le premier truc, c'est la chance. La chance qui est ici. Alors, il faut être très clair, la chance, qu'est-ce que c'est? C'est le premier jeu à proposer des points de héros, en fait. Hein. Tous les jeux qui vont vous donner de l'inspiration, qui vont vous donner des points de, je sais pas, de héros, tous ces points-là sont tous issus de Daredevil. Et ça, c'était vraiment pour rendre pulp les aventures dans lesquelles vont se lancer vos personnages. Car sans ça, une bastos, vous êtes au tas. Avec ces points-là, vous en avez quand même déjà pas mal, vous allez pouvoir en dépenser, vous voyez, entre 1 et 5, ce qui va vous donner, vous permettre de faire des actions hors du commun. Vous avez ensuite, si vous voulez faire un certain type de jeu, j'ai envoyé un peu les héros, un peu des vieux pulp magazines des années 30, hein, alors, qui vous mettent au-dessus de l'humain, mais sans être dans le super-héros. Vous avez tout un système avec des petits pouvoirs, un peu comme ça. Alors, des petits pouvoirs, vous avez quoi? Vous avez pour hypnotiser, par exemple. Vous êtes un escape artist, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous barrer, enfin, vous échapper de toutes les situations. Vous allez pouvoir... alors là, Shadow Blend, c'est courber les ombres. Voilà, vous avez des pouvoirs de teint, vous êtes peut-être combatif, charismatique, plus que la normale. Voilà. Ça ne va pas faire de votre personnage un super-héros, parce que c'est pas le thème du jeu, mais ça peut vous donner des personnages un peu, alors, avec des pouvoirs un peu extraordinaires. Et ça, c'est pas mal, c'est lié au bon vouloir du maître de jeu et en fonction de la campagne qu'il a envie de vous faire jouer. Voilà, en fait, et on termine, en fait, dans ce premier livre, en fait, sur le monde des années 30. Alors, vous avez le coup
par exemple, le coût de la vie. Vous allez avoir combien, vous allez par exemple savoir qu'un journaliste va toucher 60 dollars par semaine, ça va lui coûter, ça va lui rapporter 3000 dollars par an, etc., etc. La technologie, la médecine, la société. Vous avez un tas de choses comme ça qui vont vous mettre un peu. Alors bien sûr, hein, on n'est pas dans les jeux de rôle actuels qui font 200 pages de setting. Là, on en a 2, 3 et 4 parce que là, vous avez la timeline. Et puis c'est tout. Mais bon, est-ce que... Alors c'est toujours, moi j'ai toujours cette question, est-ce qu'on a besoin maintenant de jeux de rôle qui font 400 pages? Je sais pas, des fois je n'en suis pas persuadé. Donc voilà, ça c'est le premier, donc après des conseils pour créer des aventures, les personnages non joueurs avec des exemples et la valeur en fonction de leur puissance, etc. Et un espèce de petit bestiaire. Alors, vous voyez, c'est un tableau, hein. Le bestiaire est un tableau, hein, donc c'est assez succinct. Mais bon, bah voilà. Après, c'est à vous de les créer, hein. On était dans cette optique-là à l'époque. Le papier et les impressions coûtaient cher et on n'avait pas des bouquins énormes. Voilà. Ça, c'est pour le premier livret. Je viens vers vous pour le deuxième. Alors, le deuxième livret de Daredevil, que voici, en fait, est consacré à plusieurs scénarios. Ce que j'aimais beaucoup, moi, dans les couvertures de Daredevil, vous voyez, c'était cette présentation. Alors là, elle est en noir et blanc, mais en fait, les quelques scénarios qui étaient sortis pour la gamme, eux, sont en couleur. Je vous les montrerai, là, à côté de la vidéo, pendant que je parle. Et donc, en fait, on avait quand même une ambiance un peu fantastique, un peu pulp, mais pulp dans le sens des magazines pulp des années 30, des années 40. Quoi. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 scénarios. Alors le premier est vraiment très très court, c'est juste un scénario d'introduction. Là, il y a un truc rigolo. Ça, vous avez des personnages pré-tirés si vous n'avez pas envie de créer vos persos pour les premières aventures. Alors, celui-là, il vous rappellera quelque chose. Celui-là, il vous rappellera quelque chose. John Indiana Slim Ford. Dominique Fortunato. Voilà. Donc, vous aviez quelques personnages pré-tirés comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas 50, hein, il y a ceux-là. Et après, vous avez les scénarios. Donc, le secret de Fu Tsung, qui se passe dans un restaurant chinois aux États-Unis. Là, c'était une enquête sur un meurtre dans une ruelle sombre. Et donc là, il y a quand même plusieurs pages. Là, on arrive quand même à un petit scénario intéressant. La revanche de Fu Tsung. Alors, ça, je l'ai pas lu, je pourrais pas vous en parler. Et à la fin, le dernier, c'est les Black Claws. Les Black Claws, donc c'est un scénario qui se passe en fait dans la... Si je me rappelle bien, ça se place dans l'Afrique équatoriale française. Donc, alors tout ce qui est en surligné, on va hurler au scandale, bien sûr, j'en entends déjà. Oui, je surligne, je prends des notes dans mes bouquins de jeu, parce que de toute façon, je ne les revendrai pas. Donc, et en fait, et puis là, on pouvait le faire parce qu'on avait du vrai papier. Maintenant, on peut plus. Mort au papier glacé, je le redis. Voilà, donc en fait nous avions un autre scénario. Alors celui-là je l'avais prêt, vous voyez, il y avait des petites aides de jeu à photocopier. Bon là on est vraiment dans le pulp, vous voyez ce type d'avion, le camp, alors Bantagaville, vous voyez, là on est vraiment dans les plans de l'époque, hein, tels qu'on les dessinait. Mais alors là vous avez un peu tout. Vous avez le petit bateau vous allez vous retrouver en train de sulfater les autres, le cul, un culte secret, vous avez un peu de tout, un cargo. Là, on est vraiment dans l'ambiance pulp, et c'est ça qui est chouette. Alors, Daredevil, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout. Je passe à la suite pour la gamme et la conclusion. Bon, désolé pour l'interruption un peu brutale. Un petit coup de téléphone au passage, c'est toujours sympa. Pendant un tournage. Mais bon, c'est pas grave. Donc la gamme. En fait, la gamme est constituée de 4 ou 5 scénarios que je vous montre là sur le côté.
Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces scénarios, c'est comme je disais, c'était leur couverture déjà, leur exotisme, hein, parce que c'est un jeu qui va vous amener dans l'aventure, dans l'exotisme, etc. Et les couvertures reflétaient parfaitement en fait le thème de Daredevil et, le thème, tout simplement le thème. Bon, alors une fois que j'ai dit tout ça, je vais passer un peu à ma petite conclusion. Pour moi, Daredevil est le premier jeu qui vous permettait de vivre l'aventure et l'exotisme avec un grand A dans le jeu de rôle. Il n'y avait quasiment aucun en fait qui l'avait proposé avant. Le jeu est effectivement, alors c'est le système de FGU. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. Moi personnellement, enfin, il faut bien voir quand même que c'est un des 20 en dessous d'une caractéristique. Point. Ça va, c'est pas plus compliqué que ça. Le système de dégâts, lui, est un peu plus compliqué. Ils ont voulu vraiment le détailler en fonction du type d'arme que vous utilisez. Là, c'est un peu plus détaillé, mais bon, ça se prend en main, hein. Moi, j'ai joué quand même pas mal avec, et il n'y avait pas de soucis. Le truc génial qu'il y avait dedans, c'était la chance. La chance, comme je vous dis, c'est l'ancêtre de tous les jeux avec des points de héros. C'est l'ancêtre de tous les jeux pulp. Donc, au risque de me répéter, Daredevil, c'est effectivement l'ancêtre de tous les jeux pulp qui vous font vivre la grande aventure avec des inspirations de tous les, comment dire, les magazines pulp. Alors, pulp, alors à l'époque, hein, les magazines pulp, c'était fait avec du mauvais papier. C'est pour ça qu'on appelait ça du pulp, hein. Tous ces magazines d'aventure, qu'est-ce qu'on avait? On avait Justice Inc., hein, alors c'était le Vengeur, on avait The Shadow, on avait Doc Savage, je ne sais pas si ces noms-là vous parlent ou pas. On avait bien sûr, parce que là on est pas tout à fait un an après, mais plusieurs mois après, là, et d'ailleurs il est dans les références, bien sûr, les aventuriers de l'Arche perdue. Oui, car on est très peu de temps après, en fait, hein, les aventuriers de l'Arche perdue. Et en fait, ce jeu, je trouve que dans les thèmes, il a pas vraiment été vraiment remplacé, hein. Alors le dernier que j'aimerais bien mettre la main dessus, c'est Broken Compass, mais il y a des choses qui sont quand même différentes. Le maître de jeu lance pas les dés, moi ça m'emmerde toujours un peu ça. Mais on avait aussi, donc on n'avait pas que ça dans Darville, comme je disais. On avait l'aventure à l'Indiana Jones, mais on pouvait être des espions, des aventuriers, des sauveurs, enfin des sauveurs, des vigilants, ça peut être associé à du crime. Là, le panel était vraiment de couverture du jeu était assez large et vraiment, vraiment très chouette. Voilà, donc, alors vous allez me dire, bon, c'est un vieux jeu, il a vieilli. Alors, est-ce que les jeux de rôle vieillissent vraiment? Ça, c'est une grande question. Moi, je ne trouve pas. Un jeu de rôle, quand il sort, il est jouable. Il n'est pas jouable, il est bon ou il n'est pas bon. Mais le temps ne le rendra pas moins bon ou meilleur. Euh, voilà. Donc pour moi, un jeu de rôle, ça se périme pas. C'est pas dépassé par autre chose. Il y a des jeux qui sortent avec d'autres systèmes, mais ça n'enterre pas forcément. J'en ai pas vu un seul qui enterrait tous les autres, hein, jamais. Donc pour moi, c'est encore un. Alors, il faut savoir que FGU existe toujours. Alors, je crois qu'ils vendent encore quelques boîtes, mais en tout cas, vous pouvez les acheter alors, je crois qu'une aventure, elle vaut 6 dollars. Alors, je ne sais plus si c'est PDF ou imprimé, à vérifier. Mais FGU existe toujours, leur gamme existe toujours, hein, car comme je disais, FGU a sorti un tas de jeux de rôle dans des gammes totalement différentes et novatrices pour l'époque. Je crois que je fasse un sujet sur FGU un de ces jours. C'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup. Voilà, bon, en tout cas, bon, je blablate beaucoup, pour pas dire grand-chose, vous allez me dire, ouais. Alors en tout cas, moi, Daredevil, ce qui est marrant, c'est le fait d'avoir vu la bande-annonce d'Indiana Jones, le prochain qui va arriver, ça m'a donné envie de remettre un œil dans ma petite boîte. Et d'avoir remis un œil dans ma petite boîte, bah, ça me donne envie de le ressortir pour masteriser quelques grandes aventures. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça aide la chaîne à se développer. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.